Bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur une période riche et cruciale de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, celle des accords de Matignon le 26 juin 1988, où deux hommes que tout opposés ont réussi à se serrer la main. Mais on oublie aussi souvent que 2 mois plus tard, rue Oudinot, à Oudinot, se tenait une négociation tout aussi cruciale, puisqu'il fallait donner du contenu à ces accords et les oppositions étaient là encore énormes. Eh bien, pour revivre cette histoire et en connaître quelques révélations, je reçois ce soir 3 témoins qui ont vécu de l'intérieur ce moment historique et qui furent signataires de ces accords Matignon-Oudinot pour leurs délégations politiques respectives. Pierre Maresca, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial du président de la province Sud et auteur du livre L'exception calédonienne, que voici. Avec nous aussi Louis Cotrat-Uregueil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Parti travailliste et au moment de la signature des accords Matignon-Oudinot, vous étiez président de l'USTKE. Oui, c'est ça. Et avec nous aussi Simon Louécotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement de la diversité et vous étiez ce soir-là, ces 3 jours-là aussi, rue Oudinot, avec nos 2 autres invités. Alors, avant de parler du présent et de l'avenir, faisons un bond justement dans le passé. Nous voici donc cette nuit de 88, 2 mois après la poignée de main historique, rue Oudinot, 2 délégations, FLNKS, RPCR, et vous devez rédiger le contenu des accords de Matignon signés le 26 juin. Pierre Maresca, c'était tendu, c'était comment à ce moment-là? Bien, écoutez, c'est vrai que cette négociation s'est engagée dans une ambiance qui était assez tendue, étant donné ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, et étant donné la pression qui pesait sur les épaules des 2 groupes qui étaient représentés, les groupes historiques. Et nous avons abordé cette discussion dans un état d'esprit positif, mais avec beaucoup d'appréhension. Et effectivement, au fur et à mesure que s'est déroulée la négociation, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des questions qui étaient pratiquement insolubles et qui menaçaient de nous mener à l'échec. Alors, Monsieur Uregueil, même sentiment partagé, une tension, une pression, on va dire, ce soir-là? Oui, tout naturellement. Comme l'a rappelé M. Maresca, le pays était assez tendu à ce moment-là et donc on est parti un peu par la force des choses, puisque les discussions qu'on avait ici nous ont conduit à un point qui était important pour nous, qui était l'amnistie des prisonniers politiques. Et donc l'État nous a dit qu'il fallait partir sur Paris pour négocier ce point-là à Paris. Donc on est parti, bien sûr, et là-bas, effectivement, c'était assez tendu au départ. Et puis donc, je pense qu'il y a des personnalités assez fortes qui ont fait que les choses ont pu évoluer, on a pu peut-être faire avancer petit à petit les choses, et je pense à Jean-Marie quand je dis ça, puisqu'il a su mener les choses. Et donc, après, petit à petit, effectivement, on s'est retrouvés, notamment au moment des bilatérales. C'est-à-dire que se retrouver entre nous, donc la délégation du RPCR, la délégation du FLNKS, hors de l'État. C'est comme ça. On va y venir. Vous parlez des points justement de blocage, on va y venir aussi. Simon Louécotte, votre ressenti de ces soirées rue Oudinot? Je me souviens que la tension était extrême, comme le disait Pierre Maresca tout à l'heure. J'avais tout juste 31 ans. J'arrivais, moi, de l'île d'Ouvéa, où quelques semaines auparavant avaient lieu les dramatiques événements qui nous ont conduits finalement à nous asseoir autour de la table pour négocier une solution de sortie. J'avais tout juste 31 ans. C'était la première fois que j'allais dans des négociations de cette nature. On se regardait presque en chien de faïence. On veillait à tout. Le négociateur en chef, c'était l'État. Qui était représenté par un gouvernement qui nous était quelque peu hostile. Donc on était très prévenant, on ne savait pas dans quelle direction il fallait aller. En tous les cas, on avait les yeux et les oreilles qui étaient grandement ouverts pour être attentifs à tout ce qui va se dire et à tout ce qui va nous être proposé à ce moment-là. Vous parlez de l'État, c'est donc le Premier ministre Michel Rocard, c'est Louis Lepinsec, le ministre de l'Outre-mer à ce moment-là. Il y a une méthode qui est appliquée pour que vous puissiez parler entre vous, puisque comme vous le dites, c'était assez tendu. Est-ce qu'il y a une méthode qui a été, Pierre Maresca, utilisée pour que... Eh bien, écoutez, moi je dis dans le livre qu'on a appliqué la méthode Rocard, que tout le monde connaissait bien, c'est-à-dire celle qu'il avait héritée des marathons agricoles qu'il tenait lorsqu'il était ministre de l'Agriculture à Bruxelles.
Et effectivement, on a négocié non-stop. On est arrivé le mercredi matin, tôt, et on a commencé à travailler à partir de 11h. Et non-stop, c'est-à-dire jusqu'à très tard dans la nuit, ou au petit matin même, pendant 3 jours et 3 nuits. C'est une méthode qui a son mérite au plan humain, c'est que ça permet de rapprocher les gens, humainement parlant. Il y avait des tables, vous étiez chacun à vos tables, vous étiez ensemble, ça c'était comment on peut... Au début, c'était très séparé, puis ensuite, eh bien, on s'est mis à se parler entre nous. Vous savez, quand vous arrivez à 2h du matin, que vous êtes très fatigué, que vous allez dans la salle d'à côté, que vous tombez sur quelqu'un de la délégation adverse, eh bien, ça crée un sentiment de rapprochement. Monsieur Regueil ? Oui, je confirme. Donc, parti sur, une atmosphère où on se regardait de travers, et puis petit à petit, en fonction justement des contacts, parce qu'il y avait des contacts d'abord préalables qui se faisaient, donc on attendait à l'hôtel, certains y allaient, donc Jean-Marie, donc il préparait le terrain, ensuite les délégations se rencontraient pour discuter, et puis voilà, petit à petit, il y a eu une atmosphère qui s'est détendue. Mais il y a quand même eu des points de blocage, puisque vous avez parlé de l'amnistie des crimes de sang, notamment. C'était un des points qui, semble-t-il, il y avait des demandes qui étaient d'un côté acceptables, de l'autre côté inacceptables, monsieur Regueil. Alors, cette question-là de l'amnistie des prisonniers politiques, on le négociait ici. Et c'est l'État qui nous a dit de partir sur Paris si on voulait négocier ce point-là. C'est comme ça qu'on a été amené à partir à Paris, puisqu'il y avait une demande forte des comités de lutte pour qu'il y ait une amnistie des prisonniers politiques. Donc, on n'a pas tout maîtrisé. Je veux dire que on est allé, nous, pour l'amnistie des prisonniers politiques qui avait été engagée sur le terrain. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que l'État allait aussi inclure dans le texte de loi l'amnistie des militaires. Et donc, ça, on l'a su bien après. Mais en tout cas, donc, nous, le déplacement, il avait été motivé par ça. Et puis, bien sûr, pour qu'il y ait l'accord avec inclus les mesures de décolonisation, comme on les appelait, et qui étaient repris par l'État en tant que mesures d'accompagnement. Donc, mesure d'accompagnement, donc complément de l'accord Matignon. Alors, Jean-Marie Tjibaou, dans ces négociations, a un rôle très fort. Pierre Maresca, vous le racontez aussi, parce qu'à un moment, il y a des blocages, et il veut que vous rentriez finalement au pays en ayant signé un accord. C'est ce que vous racontez. Oui, effectivement, il y avait le blocage concernant l'amnistie des crimes de sang, mais il y avait aussi des questions très fortes, comme le nombre de conseillers par province, comme les ressources pour les provinces, comme la destination de Coécara, comme le corps électoral. Et tout ça fait qu'on est arrivé dans la dernière nuit de négociation où apparemment tout était bloqué et on allait directement vers l'échec. Il y avait même un préalable, c'était le retour au pays des Wallisiens Futuniens qui était... oui, alors ça c'est un préalable que Jean-Marie Tjibaou avait posé d'emblée, mais qu'il a levé immédiatement dès le moment où nous lui avons dit que c'était pas acceptable de notre part. Mais sur les 5 points de blocage dont vous parlez, il a à un moment donné voulu que les choses avancent. Absolument. Il faut reconnaître que Jean-Marie Tjibaou est effectivement dans ce domaine-là une action déterminante. D'ailleurs, il est venu nous parler, seul avec nous, et il nous a dit, et il nous a tenu cette conversation que je relate, il faut que nous rentrions avec un accord parce que nous sommes responsables de tous les malheurs qui sont battus sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, l'amnistie des crimes de sang, Simon Lecotte, pour vous... Je me souviens très bien, lorsque cette question a été évoquée, je leur disais autour de la table, à Jean-Marie Tjibaou notamment, mais comment est-ce que nous pouvons accepter cette demande d'amnistier ceux qui ont du sang sur les mains au moment où, à UVA même, eh bien, les cases des gens qui sont proches de nous continuaient à être incendiées par les militants du FLNKS. Et là, Jean-Marie Tjibaou m'a promis, autour de la table de ces négociations, que de retour en Nouvelle-Calédonie, nous irons à UVA pour expliquer les accords de Matignon. Et il dit quelque chose de prémonitoire, Pierre Maresca. Oui, effectivement, ce que dit Simon est tout à fait exact et je le retrace dans le livre. Jean-Marie Tjibaou dit à Simon, je sais, je te propose, lorsque nous retournerons à Nouméa, d'aller ensemble dans les tribus pour parler aux gens, mais tu sais, j'ai plus de chances que toi d'être tué. Il l'a dit à ce moment-là. Alors, Louis Cotral-Regueil, on va regarder cette photo qui est finalement là. Vous avez parlé un petit peu de ce qui s'est fait. Je voudrais relater un des points de blocage, si vous me permettez. Cela concerne Coécara. Ah oui. Donc, on a vraiment coincé sur ce point-là. Et donc, moi, j'étais chargé par Jean-Marie, puisque j'étais au comité de préparation du Festival des Arts
On était avec Jean-Marie, Jacques Ekawé, tout ça. Et donc, j'étais le porte-parole de la délégation sur la question de Kouekara. Et il fallait qu'on garde Kouekara, il fallait qu'on récupère, puisque en 84, le gouvernement Okewe avait récupéré Kouekara. Et pour nous, on avait fait ce centre culturel, on avait tout construit depuis nos villes, et donc voilà, il ne fallait pas lâcher Kouekara. Mais Jean-Marie, il avait déjà un plan, lui. Donc, moi, je ne lâchais pas. À un moment donné, Jean-Marie, il dit, écoutez, sans qu'on soit concerté, mais je crois que c'était ça aussi écoutez, moi, je vais faire une proposition. Alors, tout le monde surpris, et moi le premier, puisque j'étais chargé de négocier, de ne pas lâcher. Et donc, Jean-Marie dit, nous, on va lâcher Kouekara à 2 conditions. Que la mairie de Nouméa nous donne un terrain, et 2, que l'État français finance ce nouveau centre culturel. On est d'accord, c'est ce qu'il a déclaré. Et donc, voilà, quoi, on était tous surpris, et alors voilà, quoi, il y a un flottement, parce que, voilà, 2 conditions, il fallait donner une réponse. Et donc Jean-Lec dit, la mairie Nouméa, on va donner le terrain, et puis l'État, après rapide concertation, dit, nous on accepte de financer le nouveau centre culturel. Et c'est comme ça qu'on a lâché Kouekara. Et dans ces points de blocage, il y avait les conseillers par province, et Pierre Maresca, vous racontez aussi qu'à un moment donné, il y a un nombre qui est donné, et finalement, ça vous suffit pas, et Jean-Marie vous dit, on va vous envoyer, Monsieur Régueil, parce que lui, il va obtenir ce que vous voulez, c'est ça? Oui, c'était une plaisanterie qui s'est déroulée à la fin de la négociation, au moment où tout était fait. Jean-Marie Tchibaou... Mais ça se règle en bilatéral. Jean-Marie Tchibaou nous dit combien vous donnez de conseillers par province. On lui dit, pour la province sud, on lui dit 4 ou 5. Il dit c'est pas beaucoup, mais on va vous envoyer Louis Régueil, lui va vous embêter pour 10. Voilà ce qu'il avait dit. Alors on regarde la photo justement que vous avez déjà aperçue. On voit donc sur cette photo Jean-Marie Tchibaou qui signe, on voit le ministre de l'Outre-mer, Louis Le Pinsec, et on voit Dick Ukewe. Alors Pierre Maresca, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi il n'y a pas Jacques Lafleur? Et je poserai aussi à M. Régueil une autre question, c'est pourquoi on voit ni Yewene ni Léopold Giraudier. Alors, M. Maresca d'abord. Alors, c'est vrai que cette poignée de main n'avait rien résolu. Et que, de notre côté, nous étions très sceptiques sur les chances de voir aboutir positivement ces accords. Donc, Jacques Lafleur, tactiquement, a préféré rester à Nouméa en disant, s'il y a échec politique, ça me permettra de rebondir immédiatement. C'était de bonnes stratégies, de bonnes tactiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a demandé à Dick Ukewe de conduire la délégation du rassemblement. Et M. Régueil, vous êtes sur la photo, il faut le dire, mais elle n'est pas assez grande, parce que vous êtes un petit peu sur le côté gauche. Dans le fond. Dans le fond, voilà. Et il y a M. Pidgeot, qui est aussi sur la photo. D'ailleurs, nous avions invité, je tiens à le dire aux téléspectateurs ce soir qui nous regardent, nous avions invité M. Charles Pidgeot, qui semble avoir eu un empêchement, donc il n'est pas avec nous ce soir. Alors, justement, sur cette photo que nous avons vue, M. Régueil, pourquoi il n'y a pas d'autres numéro 2 du FLNKS, comme Léopold Giraudier, comme Yewene? Oui, mais je crois que dans la répartition du FLNKS, eux, ils sont de l'Union calédonienne, et donc Jean-Marie Tchibaou représente l'Union calédonienne. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas tout le monde, tous les leaders, parce qu'il y a déjà certains responsables de chaque parti. Donc c'est la seule raison, votre avis, M. Maresca? Écoutez, moi j'ai dit dans le livre que mon témoignage était subjectif, donc partial et partiel. Et moi j'ai pensé que peut-être Jean-Marie Tchibaou à certains moments a pris des décisions tout seul. Et que peut-être certains membres de la délégation n'étaient pas d'accord avec les positions qu'avait prises Jean-Marie Tchibaou. J'ai eu ce sentiment quand on a négocié le nombre de conseillers par province. L'État avait proposé 24, pour le Sud, nous en demandions 32. Et on avait eu un refus absolu de la délégation de la FLNKS. À un moment, Jean-Marie Tchibaou tout seul, sans consulter personne, a dit « débrouillez-vous avec vos 32 sièges ». C'est-à-dire qu'il a pris la décision tout seul. Est-ce que ça lui a été compté d'avoir pris des décisions tout seul, M. Régueil? Écoutez, pour moi qui étais présent dans la délégation, non. Non, parce que c'était un ensemble, c'était un groupe. Et vous savez, en matière de négociation, on n'obtient jamais 100% de ce qu'on demande. Donc, fort de cette expérience syndicale que j'ai, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Maintenant, peut-être que d'autres dans nos délégations n'ont pas accepté ça, mais j'attache pas trop d'importance à cela parce que, de ce que je me souviens, d'une manière générale, le groupe, on a été un bloc à partir, on était un bloc à discuter, un bloc à signer.
un bloc à revenir, assumé ici devant les conventions du FLN, et puis ensuite on est reparti ensuite pour le référendum, c'est-à-dire qu'on a été là-bas en France pour faire différentes villes justement pour le référendum de novembre. Et on est retourné ensemble un certain nombre, quoi. À un moment donné, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, Jean-Marie Tjibaou dit il faut qu'on parle entre nous, sans l'État. Est-ce que ça, c'était important, Monsieur Régueil, que l'État soit mis de côté, et comment l'État a réagi, justement? Ce sont les bilatérales dont je parlais tout à l'heure. Et ça a été très important parce qu'au cours de ces bilatérales, il y a eu des échanges, comment je dirais ça, très sereins, très détendus. Et des décisions ont pu être prises à ce moment-là. C'est notamment le cas des conseillers de province sud, puisque il n'y avait pas la présence de l'État. Il y a certains points qu'on a pu régler en dehors de l'État. Et ensuite, donc, quand on est revenu, l'État a simplement entériné les décisions prises en réunion bilatérale entre les deux groupes. C'est votre avis, M. Louécotte? Oui, certainement. D'ailleurs, la méthode a fonctionné plusieurs fois par la suite dans toutes les négociations que nous avons eu à faire. Parfois, sur des points bloquants, on s'est isolé, chacun de notre côté, pour discuter, etc. Et ensuite, on s'est retrouvé tout seul, sans l'État, pour trancher de ces questions. Et l'État n'a fait que valider la décision qui a été prise en commun. J'imagine que M. Le Pincet, qui appelle le Premier ministre Michel Rocard, il avait un peu amer aussi qu'il soit mis de côté, non, Pierre Maresca? Alors, comme je vous l'ai dit, les jugements sont subjectifs, les analyses. J'ai développé cette thèse dans une conférence que j'ai donnée à la Maison de la Nouvelle-Calédonie sur les accords de Mathieu-Didot. Et dans la salle, il y avait Jean-François Merle, qui était un des conseillers de Le Pincet au moment de la négociation. Jean-François Merle m'a dit, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les accords de Mathieu-Didot, sauf sur le fait que vous avez dit que le ministre n'était pas content. Au contraire, il nous a dit, la mayonnaise est en train de prendre, il faut les laisser faire entre eux. Mais officiellement, il a manifesté son mécontentement. Alors, vous défendez une autre thèse, j'aimerais avoir votre avis aussi à vous, Monsieur Régueil, Monsieur Louécotte. Vous dites que le fait que la Calédonie soit devenue un enjeu national a été préjudiciable. Expliquez-nous en quelques mots et j'aurais aimé avoir aussi vos réactions. Mais écoutez, ça s'est vu, puisque entre 86 et 88, pendant la période de cohabitation, le président de la République étant socialiste, François Mitterrand, le Premier ministre étant RPR, Jacques Chirac, on a bien vu que la Calédonie était un point de conflit dur entre les deux groupes qui gouvernaient la France et dans la perspective des élections présidentielles de 1988. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Jacques Chirac est persuadé qu'il a perdu les élections présidentielles de 88 à cause de l'affaire d'Ouvéa. Votre avis, M. Régueil? Oui, l'enjeu national, c'était avant les discussions. Effectivement, c'est dans cette période-là que on voyait bien que le pays était devenu une question d'enjeu national à l'approche de la présidentielle de 1988. Et je pense que ce qui s'est passé à Ouvéa relève d'ailleurs de ça, parce que peut-être que les choses auraient pu être traitées différemment si on n'avait pas voulu marquer les esprits. Or, je pense que c'est là où il y a l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir traité ce qui s'est passé à Ouvéa de cette manière-là. Et en fait, je pense qu'après, ça se retourne contre le Premier ministre Jacques Chirac et Bernard Pons, parce que je pense que l'opinion a plutôt été choquée de ce qui s'est passé, parce que cette question-là aurait pu être traitée différemment. Mais bien entendu, on parle toujours avec du recul. Oui. Et à ce moment-là, on n'était pas les mieux placés pour ça. On était vraiment dans le... La Nouvelle-Calédonie est effectivement devenue un enjeu national à ce moment-là, non pas pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour les besoins de la campagne électorale pour les présidentielles. C'est sans aucun doute ce qui a été déterminant également pour le reste. Alors une fois signés ces accords, vous rentrez au pays, il faut les gérer, ces accords. Comment est-ce que c'est perçu, tant du côté des loyalistes que du côté des indépendantistes? Il y a des mots qui sont dits, vous relatez la parole de M. Menson, du côté des indépendantistes, il y a celle de M. Jorédier, peut-être des soupçons de M. Wamitan. Comment vous les gérez, ces accords, une fois, vis-à-vis de la base Alors ce qu'il faut savoir, pour ce qui nous concerne, vous vous rappelez d'ailleurs les propos, notamment ceux de M. Jorédier, c'est juste après l'accord Matignon. C'est à ce moment-là que il y a eu ce propos-là, et ensuite qu'il y a eu un peu de tension, puisque l'accord ne passe pas. D'abord,
Il y a eu le comité directeur de l'UC qui n'entérine pas. Ensuite, la convention du FNKS de Thio qui, là aussi, n'entérine pas. Et là, on décide donc d'une autre convention qui se tient le samedi suivant à Gossana. Et c'est là qu'il y a un compromis, justement, pour dire qu'il faut réaménager les accords. Et qu'il faut donc travailler. Donc, une commission est décidée à ce moment-là. Et font partie de cette commission des représentants de chaque groupe de pression. Hein, et donc, nous travaillons jusqu'à donc qu'il y a donc il y a des contacts bien sûr régulièrement aussi avec le représentant de l'État et jusqu'à donc cette invitation à aller sur Paris pour négocier la question de l'amnistie des prisonniers politiques. Lorsque nous partons à Paris, ne reste parmi les gens qui étaient dans cette commission de réaménagement des accords et qui étaient issus donc de la convention de Gossana, ne reste que le FULC qui refuse de partir. Mais la plupart des partis partent. Et donc, lorsque l'accord est signé, contrairement à Matignon, où là Jean-Marie est accompagné de quelques personnes, là c'est le FLNKS qui entérine en signant Oudinot. Donc au retour, c'est plus facile de faire passer au niveau de la population, au niveau des conventions, ce qui a été signé. Et donc c'était nécessaire pour nous qu'il y ait donc la confirmation par Oudinot, avec donc d'autres mesures qui ont été engagées pendant la négociation à ce moment-là. Monsieur Maresca, gérer ces accords une fois signés? Eh bien, ça a été aussi une grande difficulté de notre côté, puisque on a eu un congrès extrêmement houleux suite à la signature des accords, où effectivement Jacques Lafleur a été accusé de trahison, carrément. Et puis, il faut voir quand même que au référendum de 1989, de 88, la grande majorité de notre électorat a voté contre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, Jacques Lafleur a eu le courage, comme Jean-Marie Tjibaou, chez les indépendantistes, d'aller à contre-courant du sentiment de ses troupes, de ses militants. Et ça, c'est peut-être probablement, ça c'est bien sûr au camp FLNKS d'en discuter, ce qui a provoqué le destin tragique de Jean-Marie Tjibaou. La politique est quand même cruelle parce que Jean-Marie Tjibaou a payé de sa vie, on le sait. Vous parlez souvent de la haine. Yéwéné a payé de sa vie. La haine en politique, c'est quelque chose de réel, Pierre Maresca? Alors, la haine, ça existe dans des moments difficiles, dans des moments de tension extrême, dans des moments dramatiques, bien sûr, parce que naturellement, de chaque côté, il y a des sentiments de revanche, de vengeance qui s'exacerbent au fil des événements. Et je crois que c'est cet état d'esprit qui a fait que les accords de Matignon, lorsqu'ils ont été signés, ont été mal compris par la population des deux côtés, et qu'il y a eu des oppositions très fortes. C'est votre avis aussi, monsieur? Oui, certainement. Monsieur Régaï? Oui, parce que c'était extrêmement proche. Ce qui s'était passé à Ouvéa était très proche, quoi. Moi, je me souviens très bien parce que j'étais porte-parole du mouvement pour un Pacifique indépendant et dénucléarisé à l'ONU à ce moment-là, et j'étais à New York. Lorsqu'à 1h du matin, je reçois un coup de fil d'ici, où on me dit Jean-Marie est parti à Paris avec Jacques Lafleur pour négocier. Et donc, je devais poursuivre sur l'Europe, et là, donc, la délégation du mouvement NFIP continue sur l'Europe, mais moi je rentre parce que c'est la surprise, et donc évidemment à ce moment-là, les esprits ne sont pas prêts. Donc au retour de Matignon, eh bien ces esprits-là ne sont pas prêts à accepter ce qui vient de se faire, ce qui vient de se dire. La douleur est encore trop forte, et donc il a fallu ces conventions. Je me souviens qu'à Gossana, ça a été une discussion non-stop, et c'est à 4h du matin qu'on trouve le compromis. Et ensuite, les choses vont mieux, parce qu'après, c'est le mouvement qui s'est engagé derrière cette décision. Ça fait 23 ans que ces accords ont été signés, c'est assez court, mais ça a l'air d'être très loin aussi. Aujourd'hui, on voit, on était dans une stratégie de lutte à cette époque-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? On est plus dans une stratégie d'alliance, selon vous, monsieur Maresca? Je ne sais pas si on peut parler d'alliance, mais je crois qu'on est effectivement dans une stratégie de discussion à partir d'une feuille de route qui a été élaborée au comité des signataires du mois de juin l'année dernière. Et donc, il y a de part et d'autre la volonté, bien sûr, de ne pas retourner aux errements du passé, de ne pas retrouver cette situation conflictuelle qui a été préjudiciable pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble, à partir de ce que nous avons décidé ensemble, pour faire avancer, effectivement, un projet de société qui convient à tout le monde. Incontestablement, le climat a
complètement changé. D'abord parce que beaucoup des acteurs de cette époque-là ne sont plus aujourd'hui aux affaires, si je puis dire. 23 ans après, on est plus soucieux aujourd'hui de construire une société de paix, de partage, et puis on regarde tous vers l'avenir. On est tous conscients également qu'il faut que le passé nous serve quand même d'appui pour bien préparer l'avenir. Je lisais Gilbert Thuénon dans un quotidien qui disait il faut dépasser les clivages idéologiques. Vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Regueil? Mais ça dépend de ce qu'on entend par dépasser les clivages idéologiques. Moi, je sais que j'ai déclaré récemment au Congrès, moi j'ai été porté au Congrès par une critique de l'accord de Nouméa et de la non-application des dispositions de l'accord de Nouméa. Et donc le Parti travailliste a eu tout de suite une réponse de la part de la population qui l'a amené dans les institutions au niveau où il est aujourd'hui en peu de temps. Et donc aujourd'hui, on s'attache à faire quoi? Eh bien, on essaye, comme j'ai dit aussi, de faire en sorte que ces dispositions qui existent, il faut les mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on réclame notamment au niveau de la citoyenneté. Et aujourd'hui, nous sommes en 2011. L'accord de Nouméa, c'est en 98, qui accompagne les accords Matignon-Oudinot de 88. Et donc, moi, il y a une chose qui est essentielle, et c'est pour ça d'ailleurs que on veut essayer de croire à ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait en 88 d'ailleurs. C'est qu'il faut que les choses, il faut que ce qu'on dit et ce qu'on signe, il faut qu'on le respecte, il faut qu'on le mette en œuvre. Parce que quand les gens sont déçus, que les gens se renferment, c'est trop difficile après. Donc la responsabilité qu'on a, c'est justement d'essayer de faire en sorte que les choses avancent. Donc il y a eu des évolutions. À mon sens, il y a eu des évolutions. Et donc, on va essayer de continuer et justement, c'est ce que je dis, il faut faire les choses. Monsieur Louis-Cotte ? Sur la mise en œuvre et des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. Je ne pense pas qu'il soit complètement juste de dire qu'il n'a pas été fait grand-chose. Il y a depuis une quinzaine de jours en Nouvelle-Calédonie les personnes qui ont été chargées par le comité des signataires précisément d'évaluer faire le bilan de l'accord de Nouméa à la demande de Charles Pijot lors d'un des comités des signataires. Qu'est-ce que, pour avoir participé à toutes les réunions de ce groupe de travail, j'ai retenu que tout est positif. Alors bien entendu, tout n'a pas été réalisé à 100%. Mais je veux dire on a fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin, énormément. 23 ans après, vous pensez bien. Sinon, c'était un drame si on ne l'avait pas suffisamment réalisé. On va arriver à la fin de l'émission. Une dernière question à Monsieur Maresca. Vous avez écrit ce livre, L'exception calédonienne. Pourquoi l'avoir intitulé L'exception calédonienne? Parce que la Calédonie est exceptionnelle à plus d'un titre. C'est, je l'ai dit, la seule colonie, entre guillemets, où les autochtones ont pris les armes pour demander leur indépendance, ont remis les armes au vestiaire sans l'avoir obtenu, ont accepté de revenir dans le système démocratique qui leur est défavorable, parce que ça n'est pas leur culture et ils sont minoritaires électoralement, et qui ont joué le jeu pendant les 30 années qui se sont écoulées. Et donc, nulle part ailleurs dans le monde, ce processus de décolonisation n'a connu une issue pareille. Donc c'est tellement exceptionnel que ça nous donne des chances supplémentaires de faire en sorte qu'on n'ait pas en Nouvelle-Calédonie les mêmes drames qu'on a connus ailleurs. Messieurs, merci beaucoup d'être venus avec nous ce soir parler de cette question et de cette page d'histoire que fut la signature des accords Matignon-Oudinot il y a 23 ans. Vous pouvez, je renvoie à votre livre, L'exception calédonienne, qui est paru récemment, où il y a beaucoup d'anecdotes truculentes sur cette période, et plus encore, puisque vous y parlez aussi, vous vous livrez beaucoup, Pierre Marescas, depuis votre engagement politique. Merci, vous pouvez revoir cette émission sur l'adresse internet qui s'affiche au bas de l'écran. Vous restez avec nous, car tout de suite après, c'est l'info sur Nouvelle-Calédonie Première. Et merci encore à vous trois d'être venus ce soir. Merci.